Salut et bienvenue sur École Très Facile. Alors on se retrouve encore pour parler des généralités sur les systèmes océans, mais dans cette vidéo, cette fois, on s'intéressera à la représentation de Fresnel, plus précisément son intérêt. C'est une notion qu'on a introduite dans les vidéos précédentes et dans cette vidéo, on va voir comment faire la somme de deux grandeurs sinusoïdales de même pulsation, il le faut. Et là, on a posé x1 de t, tel qu'on voit là, une fonction sinusoïdale, on peut le constater, x2 de t également, et on nous demande de caractériser x, qui n'est ni x1 ni x2, mais x1 plus x2. Alors, on se retrouve après le générique pour commencer. Nous rappelons, il nous est demandé de caractériser x de t. x1 est variable, x2 est variable, donc x qui est x1 plus x2, par hypothèse, est aussi variable. D'abord, premièrement, on s'intéressera à représenter x. Donc, c'est-à-dire représentation de x. On va aussi voir sa représentation. Premièrement, on va s'intéresser à la représentation de x1 d'abord. Pour représenter x1, nous l'avons vu, on va s'intéresser à son amplitude et à sa phase initiale. Bien sûr, on se rassure que là, il n'y a pas un moins, on l'a vu. Donc, on peut déjà, c'est déjà prêt. On peut directement s'engager dans la représentation. Ainsi, on peut définir très vite un repère là. C'est plus ou moins important. Et là, on a l'origine. Pour la représentation de x1, on connaît x1, son amplitude est grand x1 et sa phase initiale est phi1. Et là, je m'intéresse à sa phase initiale qui est phi1. Là, et je suppose que son amplitude là est x1. Voilà la représentation du vecteur petit x1. Je peux aussi représenter petit x2 parce que là, on est en train de... La représentation de Fresnel désigne les grandeurs sinusoïdales comme les vecteurs. Et là, on va appeler le vecteur de Fresnel. Donc, c'est-à-dire, Fresnel voit chaque grandeur comme un vecteur qui se mobilise dans le temps. Donc, voilà x1. Et maintenant, s'il faut représenter x2, ce sont la même procédure, mais sauf que cette fois, je veux la somme de x1 et x2. J'ai représenté x1, je peux décider de venir représenter x2 encore à partir de l'origine et avec nos constructions, comme vu depuis la seconde, il suffira de faire la somme de deux vecteurs. Comme je peux encore, ayant représenté x1 tel que voici, je viens maintenant, je remplace x2 sur x1, c'est-à-dire à la fin de x1, je remplace, je représente x2. Donc voilà ça. Je recommence, c'est-à-dire, je considère mon nouveau repère là, je mets en interrompu, et je vais représenter x2 à la fin de x1, on verra l'importance de cela. Maintenant, x2, je considère que là, on a phi2 qui est sa phase initiale également, et son amplitude. Donc, je refais le même calcul à partir de là, je construis un petit repère fictif là, je considère que c'est à partir de là que je recommence, bien sûr, à la fin de x1. J'ai là, je considère là, ce n'est pas nécessairement la même inclinaison. Ça peut être plus grand comme plus petit. J'ai la phi2 et j'ai la x2 que j'ai représenté. Bien sûr, j'ai repris x2 à 0 sur la base de la fin de x1. Maintenant, pourquoi j'ai opté pour cette représentation? Parce que x de t, c'est x1 plus x2. Si x1 est un vecteur, x2 est un vecteur, donc x sera aussi un vecteur. Tel qu'on connaît la représentation de deux vecteurs. Maintenant, pour faire la somme de deux vecteurs, si j'ai mis chaque vecteur après l'autre, je me répète, si je fais la somme même de 10 vecteurs, si j'ai représenté chaque vecteur l'un après l'autre, c'est-à-dire le début de l'un à la fin de l'autre, le début de l'un à la fin de l'autre, alors la somme de ces vecteurs sera du tout début jusqu'à la toute fin. Donc, x que je cherche est de là jusqu'à la fin. Voilà x. Voilà mon x. Et voilà son phi. Donc, ça veut dire qu'on se rend compte que quoi? Voilà la représentation de petit x qui est x1 plus x2, qui n'est ni x1 ni x2, mais x1 plus x2. x1 représenté, x2 représenté à la fin de x1 et x du début jusqu'à la fin. Bien sûr, x1 sinusoïdal, x2 sinusoïdal, même x aussi est sinusoïdal. Grand X, là on a cosinus, là on pourra représenter, on aura là également cosinus. C'est la même pulsation. Attention, j'ai même oublié de préciser. Où faire cette représentation pour les mélanger? Il faudrait qu'ils aient même pulsation W.
pour faire la somme par cette méthode, par la représentation de Fresnel, il faudrait que les deux fonctions sinusoïdales aient la même pulsation. On verra la conséquence qu'il y aura si ce n'est pas la même pulsation. Mais dans tous les cas, même pulsation ou pas, voici les représentations. Et ne perdons pas de vue que X1 tourne, X2 tourne. Donc, c'est-à-dire qu'on aura cette même configuration, c'est-à-dire c'est ce même schéma qui va tourner. Or, je n'ai pas besoin de représenter ceci à toutes les positions parce que peu importe la position, on aura toujours cette configuration. Pourquoi on aura toujours cette configuration? Parce que ce qui s'ajoute à phi1 est la même chose qui s'ajoute à phi2. Si c'est la même chose qui s'ajoute là, que là, ça veut dire que même si c'est incliné là, on aura toujours la même configuration. Donc, d'où il est important qu'ils aient la même pulsation pour qu'on ait la même phase instantanée. Non, je veux dire, pour que l'écart des phases instantanées soit maintenu constant. De telle sorte que même après 2 secondes, ce soit cette même configuration, de telle sorte que ce qui soit dit ici soit valable même après 2 secondes, même après 10 secondes. Donc, on a WT plus son phi. Malheureusement, j'ai tracé X, ce n'est plus la même amplitude. Je ne peux pas dire que l'amplitude de X est l'amplitude de X1 plus l'amplitude de X2. Ça ne se passe pas comme ça. Et également, X a sa phase initiale phi, qui n'est pas phi1, qui n'est pas phi2. C'est qu'il en est pour la représentation, voilà, X1 et X2 sur X1, et voilà X. Et dans X, on voit que voici sa nouvelle amplitude. Grand X, c'est la longueur, et phi, qui est l'angle par rapport à l'horizontale. Maintenant, dans la deuxième partie, sera question pour nous de caractériser. Caractériser, c'est quoi? C'est déterminer son amplitude et déterminer sa phase initiale. Caractéristique. Là, on peut se rendre compte, essayons de bien regarder. Si je prends là, je descends jusque là, je construis ce petit triangle rectangle-ci. Je me rends compte que ça, c'est le côté adjacent. Donc, j'aurai ceci, c'est quoi? C'est X1 cosinus phi1. Je viens également là. Je descends là. Ce petit triangle-ci, donc ça veut dire que cet écart, c'est quoi? C'est X2 cosinus phi2. Je viens également ici, en hauteur. Ce petit écart, c'est dans mon petit triangle-ci. Vous pouvez constater, vous n'aurez pas de mal. C'est X1 sinus phi1. Également, cet écart, c'est dans mon triangle-ci, c'est quoi? C'est X2 sinus phi2. Alors, je considère maintenant ce grand triangle rectangle et j'applique Pythagore. Je me rends compte que par application de Pythagore, je me rends compte que j'ai X carré qui est égal à quoi? Ce côté-ci, qui est ça plus ça, c'est-à-dire X1, sa contribution en cosinus phi, plus la contribution de X2 en cosinus phi, ça c'est phi1, là c'est phi2, au carré, plus maintenant les verticales, la somme des contributions, la contribution de X1 et les contributions verticales sont en sinus, plus X2 sinus phi2 au carré. Voilà comment on fait pour déterminer l'amplitude totale connaissant l'amplitude de chacun et la phase initiale de chacun. Donc, il n'est pas question de dire que X égale à X1 plus X2. On a fait la somme des fonctions, mais on ne fait pas nécessairement la somme des amplitudes. Même comme dans certains cas, ça reviendrait au même, je dis bien, dans certains cas. Donc, voilà ce qu'il en est pour la détermination de l'amplitude de la fonction qui est la somme de X1 et X2. Et ceci a été possible grâce à la représentation de Fresnel qui nous permet de trouver les correspondances sur les horizontales, qui a d'abord permis de transformer cette fonction sinusoïdale en un vecteur et s'intéresser à sa contribution horizontale et sa contribution verticale. Et maintenant, bien sûr, là, ce n'est pas la seule caractéristique, W étant le même W pour que la configuration soit maintenue. Maintenant, pour la détermination de phi, toujours dans ce majestueux triangle, je peux définir la tangente. J'aurai tangente phi qui est quoi? Bien sûr, voilà l'angle. Le côté opposé qui est la somme des deux. Bien sûr, chacun avec sa contribution. Phi1 plus phi2 sur le côté adjacent, la somme des contributions. Cosinus cette fois plus x2 cosinus phi2. Et à partir de là, on pourra faire tangente au moins 1 pour retrouver la valeur de l'angle même et bien sûr convertir en radian. Voilà ce qu'il en est. Donc ça veut dire pour la détermination de l'amplitude totale, on a besoin de l'amplitude de chacun et on a aussi besoin des phases initiales de chacun. Même pour les déterminations de la phase initiale de la somme, on a aussi besoin et des amplitudes et des phases initiales. Et ceci pourquoi? Parce que ces deux fonctions ne sont pas dans les mêmes dimensions. Maintenant, comme petite précision, ça peut arriver. Il peut arriver que ma fonction ceci, ce soit le cosinus et ceci, ce soit le sinus. Mais attention, pour faire ceci n'est possible que lorsqu'on a ceci,
même pulsation, c'est-à-dire même W, il faudrait que les fonctions soient exprimées sous une même considération, c'est-à-dire soit les deux sont en cosinus, soit les deux sont en sinus. Donc si les deux étaient en sinus, également tout ceci aurait eu son sens. Mais par contre, si on a une fonction qui est en cosinus, c'est-à-dire si on considère bien notre x1 qui est en cosinus wt plus phi1, on considère x2 toujours une fonction sinusoïdale, et là on a x2 pour cette fois on aurait sinus plutôt, sinus wt plus phi2. Là on se rend compte qu'on a deux fonctions sinusoïdales, mais sauf que là on a en cosinus, là on a en sinus. Pour faire cette représentation-ci, il faudrait soit ramener le tout en cosinus, soit ramener le tout en sinus. Or, on connaît nos techniques. Pour quitter de cosinus en sinus, on ajoute pi sur 2. Pour quitter de sinus à cosinus, on enlève pi sur 2. Donc, ça veut dire, s'il était question pour nous de transformer plutôt le sinus en cosinus, on aurait x2 qui serait égal à cosinus. Je vais quitter de sinus en cosinus, j'enlève pi sur 2 plus phi 2 moins pi sur 2. Alors, ceci serait la nouvelle phase initiale pour les mêmes correspondances. Et bien sûr, je pouvais aussi transformer cosinus en sinus. Pour quitter le cosinus en sinus, j'ajoute juste pi sur 2. Donc, cette petite règle qu'il faudrait ajouter, c'est quoi? C'est qu'il faudrait être très attentif au niveau de la représentation, au niveau de la désignation. Est-ce que c'est cosinus? Oui. Mais si c'est cosinus-sinus, je connais comment quitter de l'un à l'autre. Et bien sûr, si un terme est à moins devant, je connais comment faire entrer le moins. Lorsque je fais entrer le moins, que ce soit le cosinus ou le sinus, j'ajoute pi. Voilà ce qu'il en est. Donc, on retient quoi? Une fonction sinusoïdale plus une autre fonction sinusoïdale. Grâce à Fresnel, on a constaté que ça donne une nouvelle fonction sinusoïdale avec de nouvelles informations. Maintenant, la question que je vous pose et je vous laisse réfléchir, est-ce que si on prend une fonction sinusoïdale, on multiplie par une fonction sinusoïdale, est-ce qu'on obtiendra cette fois une fonction sinusoïdale? Je vous laisse le temps de constater, mais en ce qui concerne une autre application, l'intérêt de Fresnel, on ne s'intéresse qu'à la somme. x1 plus x2. Bien sûr, ça va de soi. On pouvait également faire x qui est égal à x1 moins x2. Mais attention, sauf que sur x2, il y aurait eu moins. On aurait d'abord eu une étape de préparation pour faire entrer ce moins à l'intérieur. Donc, on aurait quoi? x2 cosinus wt plus phi2 plus pi. Parce que ce moins est entré. Parce que pour faire ceci, on doit se rassurer que c'est cosinus ww et que là, ce soit plus. Pas forcément les mêmes amplitudes, pas forcément les mêmes phases initiales. C'était tout pour cette vidéo où il était question pour nous, une fois de plus encore, de manipuler les systèmes oscillants, de rester dans le bain de la notion. Cette fois, en parlant de Fresnel, de sa représentation, avec son vecteur tournant, bien sûr. Et comme intérêt, on s'est intéressé à la somme de deux grandeurs sinusoïdales. La somme en tant l'addition et la soustraction. Pas la multiplication, pas la division. Ça reste encore un terrain inconnu. Et grâce à nos règles de manipulation et nos règles de trigonométrie, on connaît toutes les éventuelles préparations qu'on peut faire sur les fonctions pour pouvoir respecter les conditions de Fresnel. Parce que pour faire ça, on a vu, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Et comme petite précision encore, quand deux fonctions ont la même pulsation, on dit que ces oscillateurs ou alors ces systèmes oscillants sont synchrones. Donc, c'est-à-dire, ils ont même pulsation, ils ont même période et ils ont même fréquence. Ça va de soi. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, à la page, à la chaîne École Très Facile. N'oubliez pas de partager, de commenter, de recommander à vos proches pour bénéficier de la notion. Pour ceux qui souhaitent intégrer notre groupe de physique, vous le savez très bien, il suffit de laisser votre numéro en commentaire, précédé de votre indicatif du pays. Vous pouvez également intégrer grâce au lien d'intégration dans la description de cette vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas d'actionner la cloche de notification afin d'être averti à la sortie de nouvelles vidéos. Ainsi, disons-nous prochainement dans les prochaines vidéos, toujours pour parler des systèmes oscillants, peut-être pas cette fois avec la représentation de Fresnel, mais dans de nouvelles approches. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.